J'ai Est-ce que je vois pas les c'est sur en grand peut-être le début là. l'écran. Vous êtes en train de partager l'écran, je chercher le. Votre diaporama en fait. Sur votre clé là, c'est ça? Ah, non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Tirez sur Ok, on va le partager. Vous partagez. Bien. Partager déjà. Ouais. Il est là-haut? Non, ah non, c'est pas vous. Il ne veut pas commencer le diaporama. Comment? Il ne veut pas mettre en plein écran. Voilà. C'est vrai? Mais il n'y a pas de souci. Ah, il n'a pas de souci. On laisse comme ça. Est-ce que les personnes en distanciel voient le diaporama? On va dire que non. Oui. Oui? Ah, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Ici, il ne voit pas. Mais ici, il ne voit pas. Alors ici, ah bah oui, parce qu'il faut que... Et là, c'est toujours bon pour les personnes en distanciel? Oui, toujours. Allez, super. Très bien. OK. Finalement, ça commence. Et justement, dans la médecine chinoise, commencer en France, vraiment rentrer à la BHP, c'était comme ça. Hein. Toujours pas facile. Finalement, on arrive en 2010, créer notre centre intégré de médecine chinoise. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 12 ans. Voilà, pour ce sujet. Les principes de médecine chinoise, j'ai déjà parlé plusieurs fois dans la faculté devant mes collègues ou les autres. C'est un sujet, ça semble simple, mais c'est très compliqué parce que ça a résumé toutes les théories dans la diagnostic, dans les traitements, dans la prévention ou dans la philosophie, etc. En plus, en France, il y a des super chercheurs de INALGO ou le Collège de France des sinologues qui connaissent très bien, qui ont déjà traduit des centaines, peut-être pas 1000 livres de médecine chinoise. Vous trouvez tous les infos sur ce sujet facilement sur Internet. Qu'est-ce que je peux vous apporter de nouveau? Alors pour moi, c'est une challenge aussi. Mais je viens ici pour donner une vision chinoise. C'est pour partager. Ce n'est pas du tout pour faire la morale. Parce que pour nous, les Chinois, quand on voit les traductions, etc., c'est comme toujours les Français qui font la cuisine chinoise. Pour nous, c'est parce qu'on le voit, on pratique. C'est pour ça que j'ai essayé de vous partager mon point de vue, mais ce n'est pas du tout remplacer les super chercheurs de sinologues ou les autres praticiens médecine chinoise en France.
Voilà, premièrement, voilà, pour la médecine traditionnelle chinoise, ce mot se compose de deux mots. La médecine et la traditionnelle chinoise. Donc, ces mots composés, le noyau, c'est la médecine. Il ne faut pas oublier, quand on traitait la médecine traditionnelle chinoise, il faut centrer sur la médecine. Mais en même temps, il est influencé par les traditions de médecine chinoise, traditions chinoises. Mais les traditions, c'est la philosophie, c'est la culture ou c'est les civilisations. Ça joue un rôle important pour aider la médecine chinoise à développer plus rationnelle et plus pratique. Mais ça ne remplace pas sa sens de médecine. Donc, quand on parlait de la médecine traditionnelle chinoise, quand même, il faut mettre accent sur la médecine. La médecine chinoise, c'est comme toutes les médecines, l'objectif ou pour but de la prévention, la diagnostic, les traitements. Ce n'est pas exception pour la médecine chinoise. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler les principes dans les préventions, dans les diagnostics et dans les traitements et les perspectives de ce concept fondamental de la médecine chinoise dans la médecine moderne. Mais avant de commencer dans les détails médicaux, quand même, on dit la philosophie ou la pensée ancienne chinoise joue un rôle important pour guider le développement de la médecine chinoise. Il est influencé énormément de la médecine traditionnelle chinoise. On doit apporter certains concepts. Donc, aujourd'hui, le plan, c'est, vous voyez, il y a 5 parties. Le premier, on va parler les concepts ancestrales, tradition chinoise, influencés comment en médecine. Après, on va parler les principes sur la prévention. Troisième partie, c'est les principes sur les examens et les diagnostics. Quatrième, c'est les principes sur les thérapies. La médecine chinoise évolue avec son temps. Donc, à partir de ces deux plans, je voudrais vous partager ou transmettre mon idée, ce que la médecine chinoise, c'est ancestral, mais ce n'est pas comme les Français qui voient, il reste il y a 2000 ans ou 1500. C'est une médecine évolue dans son temps. Même aujourd'hui, il y a toujours des nouvelles théories, des nouvelles pratiques de servir à l'hôpital. Mais les occidentaux connaissent très peu ou négligent parce qu'ils ne voulaient pas regarder les nouveaux, ils voulaient respecter les anciennes, etc. Voilà, la première partie, on va commencer le concept de la tradition chinoise en médecine. Bien sûr, le plus grand concept pour la société chinoise, c'est le premier, s'appelle Tianren Heyi, ciel et l'homme réunis en un seul tout. Cette idée est traversée dans tous les niveaux de la société, au niveau politique, culture, familial et la médecine. Par exemple, cette idée qui est dans le confucianisme, qui utilisait cette idée pour essayer harmonieux entre le pays, entre la famille, des membres de famille et les relations entre les sociétés, toujours ensemble, unis. Et dans la nature, c'est plus simple. L'homme, on est vivre entre le ciel et la terre. Tous les changements du ciel et la terre influencent notre corps. Donc, l'homme est unifié avec le ciel et le corps, en physiologique, aussi en pathologique. Justement, la médecine chinoise, avec ce point de vue, pour étudier avec cet environnement externe, comment influencer notre environnement, l'intérieur. La deuxième partie, c'est quelque chose d'important, c'est le changement. On dit comment unifier l'homme, ciel et la terre. C'est quel intermédiaire qui fait ce changement unifié. Justement, c'est le deuxième concept, c'est le Qi Hua, c'est la transformation du Qi, qui introduit le plus grand concept, c'est le Qi. Le Qi, il faut utiliser le mot Qi. Les gens qui traduisent en souffle, en énergie, c'est pour les Chinois, pas besoin de traduire. Quand on parlait le Qi, tout le monde sait. Quand on parlait énergie, c'est une partie d'une notion du Qi. Quand on parlait le souffle, ça semble, c'est que la respiration. En effet, ce n'est pas que ça. Quand vous êtes là,
je ne vois pas, j'ai entendu pas votre respiration, mais je vois votre souffle, votre qi. Quand les gens pratiquent le qigong, pareil, voilà, pas forcément ils pratiquaient les souffles. Voilà, ils pratiquaient l'activité physique, ça aussi, et les gens qui sentent la sensation du qi. Donc, le qi, c'est une notion importante dans la médecine chinoise, aussi dans la société. Cette qi, c'est l'intermédiaire faire la transformation entre le ciel et la terre et de l'homme. Vous pouvez comprendre, c'est comme la chaleur ou comme le souffle. En tout cas, c'est une matière invisible qui constitue tous les 1000 êtres sur la terre et dans notre corps, mais cette matière qui sans arrêt de transformer. Cette transformation sur la terre, c'est très simple. Alors, comment ça transmet? Vous voyez, chaque saison sur la terre, en dehors des pays tropicaux, on voit quasiment tous les pays, il y a 4 saisons. Maintenant, en Nice, c'est très chaud, c'est yang. Mais en Australie, maintenant, c'est presque l'hiver, il est froid, c'est du yin. Mais au niveau global, le qi, le souffle du globe, qui transforme sans arrêt. Mais comment ça transforme sur la Terre? Les Chinois anciens qui observaient, dans les anciennes, on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'écran. Qu'est-ce que les gens qui font? Regarder du ciel, observer la Terre. Quand il y a un changement du ciel, on voit le changement de la Terre. Voilà, sur la Terre, les herbes, les animaux et l'homme qui changent de printemps, voilà, commencent à jaillir et pousser énergie montée. Après, l'énergie montée en plus haut, c'est comme à Nice en ce moment-là, c'est plus chaud, l'énergie jusqu'à maintenant. Après, en l'automne, l'énergie commence à condenser, commence à cueillir vers le bas. Et en l'hiver, l'énergie, il se trouve où? Les feuilles sont fanées, les animaux sont cachés, hibernés. Où se trouve l'énergie est concentrée en racines pour préparer la 12e cycle. Dans notre corps, ça influencé par cet environnement extérieur, mais dans notre corps aussi, il y a ce genre de transformation. Dans notre corps, qui est le ciel, qui est la terre, qui est l'homme? Voilà, l'homme, c'est nous, mais le ciel, c'est l'esprit. D'accord? Le souffle, c'est notre souffle circulation et du sang. Et le qing, l'essence, notre corps physique ou bien l'essence vient des parents. Donc, c'est-à-dire notre énergie, il y a des énergies vient du parent, c'est-à-dire qi, inné, ou souvent on dit ciel antérieur aussi, on est vivre avec les souffles postérieurs. On doit manger, on doit respirer. C'est des qi de postérieur. Les deux qui constituent une énergie circulée dans notre corps. Cette énergie qui circulait entre tous les organes, voilà, commencer par le foie, après le cœur, après le poumon, après le rein, voilà. Toutes ces transformations sont centrées sur où? Est centrée sur la digestion, la rate et l'estomac. On dit l'appétit va, tout va. Voilà. La rate, c'est la terre qui est centrale, qui fait une transformation sans arrêt pour supporter les 4 saisons. Ça, c'est sur les circulations énergie, la transformation qui est manifestée par le yin-yang aussi. On dit wuxing, 5 mouvements, on a parlé. Mais la médecine chinoise aussi influencée énormément par les croyances ou des religions, notamment les confucianismes, les bouddhismes et le taoïsme. Vous connaissez ces mots-là. Quelle est votre impression sur le confucianisme? Souvent, c'est les gens littéraires, intellectuels ou gestionnaires du pays ou des fonctionnaires. Pour le bouddhisme, c'est quoi? Le bouddhisme, c'est du Bouddha, c'est du méditation, etc. Pour le taoïste, c'est souvent c'est dans le temple ou dans le monastère isolé pour leur longévité. C'est leur philosophie de vie. Mais cette philosophie qui a influencé la médecine chinoise, de quel aspect? Le confucianisme, il faut que vous connaissiez son principe comme un gestionnaire, comme un fonctionnaire. Premièrement, c'est jeune, c'est le humain.
c'est l'humain. Il faut être gentilhomme, c'est-à-dire homme, vertueux. Le deuxième, c'est he, c'est l'harmonieux. Parce que les gestionnaires, il faut harmoniser toutes les relations. Le troisième, c'est zhongyong, c'est le juste milieu. Voilà, juste milieu. Vous parlez les Chinois, c'est des pays des milieux. En effet, la pensée ou le principe de pensée chinoise, c'est harmoniser. On ne voulait pas faire le conflit, toujours essayer de faire l'harmonieux. Par exemple, on parlait le yin et le yang. Le yin et le yang, ce n'est pas opposé. Le yin et le yang, c'est coexistent. Les opposés, ce n'est pas pour opposer, c'est pour harmoniser. Yin-yang qui transforme, c'est pour arriver à une harmonisation. Dans notre corps, on a des températures, il ne faut pas dépasser 39, il ne faut pas ça diminuer à 35. Il faut équilibrer jusqu'au milieu, comme il faut. Notre tension, c'est pareil. Il ne faut pas trop haut, il ne faut pas trop bas. Donc ça, c'est un changement de mutation de notre corps en harmonieux. Cette notion de confucianisme a influencé la médecine chinoise dans les traitements, pas chercher des, on dit comment, comme aujourd'hui la médecine allopathique, mais plutôt chercher une façon d'harmonisation. Le 12e bouddhisme qui est influencé, on dit c'est le Bouddha, c'est la pitié, c'est la compassion. Ça a influencé les morales de la pratique, la médecine. Il faut toujours avec une cœur de compassion et la bienveillance et la pitié. Pour le taoïsme, on voit que c'est immortel. Leur contribution dans la médecine chinoise, c'est énorme. Parce que pas seulement il est unifié l'homme dans la nature par les respirations, par les pratiques, en plus, il y a des vertus importantes, c'est Xing Ming Shuang Xiu. Pour être un immortel, il faut pratiquer la nature de l'homme et le physique, c'est-à-dire pratiquer le corps et l'esprit. Donc, beaucoup des pharmacopées et des acupunctures et des qigong enracinés dans la philosophie des taoïstes, pas seulement philosophie, aussi des pratiques. Demain, il y a des ateliers pour le qigong. Beaucoup de qigong sont origines de taoïstes. On va essayer plus rapide. Vous voyez, le premier concept, c'est le Tianren-He. On a déjà parlé pour les Chinois. L'homme est le résultat de l'unification du ciel et de la terre. Donc, pour regarder l'homme, pour faire un diagnostic, faire un traitement, il faut essayer toujours voir le climat, la nature de la personne, aussi son alimentation. Ça, c'est là, parce que l'homme qui unifie le ciel et la terre. Aussi, pour soigner une personne, dans le corps, on dit, voilà, parler dans tous les sens, quel est dans notre corps? On voit le ciel et la terre et l'homme. Donc, dans la médecine chinoise, c'est le Jing, Qi, Shen. Jing, c'est l'essence, Qi, c'est la souffle, et l'esprit. Donc, pour soigner une personne, il faut soigner pas seulement physique, aussi son fonctionnement et aussi l'esprit, les trois niveaux. Le 12e, on a parlé de la base théorique de la médecine chinoise qui est basée sur la transformation du qi. Ça, c'est plus important. Si vous ne connaissez pas cette idée, vous ne comprenez pas par la médecine chinoise, parce que la médecine chinoise, c'est une vision dynamique, c'est une continuation sans arrêt. Aussi, ici, on donne la notion, on est né avec une capacité auto-guérison naturelle, comme avoir une blessure ou piqûre, notre corps qui peut guérir ou faire une cicatrisation naturelle. C'est-à-dire, notre corps est né, il a une capacité auto-guérison. Cette auto-guérison, d'où vient cette capacité? On dit le système immunitaire, tissulaire, etc. D'où vient cette capacité? Justement, on dit c'est peut-être un mécanisme de métabolisme, etc. Dans la médecine chinoise ancienne, on interprétait c'est la transformation du qi, c'est le métabolisme, tous les fonctionnements sans arrêt de rééquilibrer. Vous pouvez dire le corps est sans arrêt. En français, vous souvent parlez la vie en vibrer. Donc la vibrer, c'est pas pour vibrer, c'est pour chercher la rééquilibre.
Ici, c'est un schéma tout simple pour le yin-yang. Tout le monde connaît, tout le monde parlait. Ici, juste vous parler de cette idée, le yin-yang, ce n'est pas une idée d'imagination. Ça vient des astronomies anciennes qui mesuraient, utilisaient, vous voyez ici, utilisaient les cadrans de la solaire pour mesurer l'ombre. On mis un bâton par terre. Après, on mesurait l'ombre de la bâton chaque 15 jours. Comme ça, on a fondé le premier schéma à gauche, les 24 périodes solaires pendant une année. Ça s'appelle le jieqi. Chaque 15 jours, ça change. Finalement, on schématisait. Aujourd'hui, c'est le schéma à droite, c'est le yin-yang. Jusqu'à aujourd'hui, on utilisait ce schéma pour présenter la mutation et le changement du souffle dans la nature et dans notre corps. C'est-à-dire, ce n'est pas une imagination, ça vient des pratiques et des astronologies anciennes. Maintenant, sur la médecine, on va parler comment la médecine qui a utilisé cette théorie. Premièrement, la médecine chinoise, tout le monde parlait, ouais, c'est pas trop scientifique, c'est empirique. Justement, empirique, c'est très juste. La médecine chinoise a accumulé beaucoup d'expériences avant d'établir la théorie. On a fait beaucoup de pratiques maintenant sur les fouilles des tombes. On a fouillé il y a 3000 ans, on a trouvé beaucoup de livres ou des écritures médicales qui a montré qu'il y a beaucoup de pratiques sur les plantes, sur les pratiques, le corps, l'esprit, mais il n'y a pas de théorie. Mais ces pratiques, on peut reproduire facilement. Aussi, c'est des pratiques qu'on voit aujourd'hui dans la clinique. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'expériences déjà commencées avant la théorie. Après, les Chinois qui voient surtout, c'est les relations entre les traitements et le changement du corps. Comment soigner la tête par piquer le pied? Comment par un mouvement, on soulager la douleur, etc. On a accumulé beaucoup d'expériences empiriques. Après, les Chinois essayaient de devenir rationnels pour essayer une théorie qui conduit la pratique. Donc, basé sur toutes ces expériences, on a finalement trouvé le yin-yang et les 5 souffles en mouvement et plus correspond. Donc, ici, dans le corps, vous voyez, il y a 3 catégories très importantes. Le premier, c'est la vision, unification ou la globalité, c'est-à-dire l'homme qui est constitué les organes et les entrailles à l'intérieur. Aussi, on a des organes sensoriels, aussi des membres, extrémités, aussi de la peau extérieure. Comment il fait les liens? Donc, c'est la théorie des méridiens. C'est la théorie des méridiens qui est le premier qui est mis en place avant les pharmacopées. Les méridiens, c'est justement les gens qui montraient à ligne, faire le lien entre les actions et les faits. Ce n'est pas forcément une ligne existe. Par exemple, Paris et Nice. Si Nice, il y a des révoltes ou il y a manifestations, surtout Paris, il y en a. Paris, il connaît. Il y a des réactions au gouvernement. Qu'est-ce que s'est passé? Comment faire le lien? Justement, il y a les lignes par téléphone. Voilà. Oui, justement, il y a réaction. Si à l'époque, il y a 3000 ans, on n'a pas de téléphone, je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé. Voilà, on peut déduire, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Aussi, pour cette théorie, les 5 mouvements, 5 énergies en mouvement, ça présenté dans tous les autres aspects de physiologie. Voilà, on a parlé, il y a les 5 l'esprit, les émotions, le son, etc. Chaque organe demeure l'esprit ou un son. Cette théorie-là, ce n'est pas seulement déduction, c'est basé sur les pratiques et les vérifications. Si les Chinois, vous connaissez, c'est empirique, pragmatique. Si ce n'est pas utile, on met dans la poubelle. Pour ce qui reste, c'est que des choses utiles. Voilà, ici, vous pouvez trouver partout en Internet, etc.
c'est les relations, correspondances des microcosmes humains. Voilà, il y a des 5 énergies nature dans le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ça qu'on a parlé, ça correspond au printemps, l'été et l'automne et l'hiver. Ça, c'est l'énergie qui monte, croître jusqu'au maximum, après commencer à décroître, commencer à descendre, enraciner. Dans notre corps, il y a des organes, les Chinois qui ont observé, il y a des organes qui correspondent. C'est la foie, le cœur, le poumon, le rein. Voilà, pour la terre, c'est la centrale, etc. Mais chaque organe qui correspond extérieur, par les méridiens. Maintenant, vous comprenez, voilà, ça, vous pouvez regarder sur Internet ou après. Avec les méridiens, par acupuncture ou par les massages, on traite extérieur, on peut soigner l'intérieur. Et aussi, par cette théorie, prendre des plantes ou médicaments, on traite l'intérieur, on peut soigner extérieur. C'est-à-dire, par exemple, les problèmes dermatologie, en médecine chinoise, pas seulement utiliser des pommades, les lotions, etc. On soigne beaucoup par les plantes à l'intérieur pour harmoniser les organes. Voilà, c'est-à-dire les maladies intérieures, on peut soigner par extérieur. Les maladies extérieures, on soigne par l'intérieur. Aussi, sur différentes émotions, les saveurs, les odeurs ou des liquides organiques, on peut toujours trouver son organe correspond ou les méridiens correspondent. Dans ce cas-là, on soigne les organes ou bien les méridiens. Les médecins, voilà, les médecins de médecine chinoise, on dit soigne, qu'est-ce qu'ils soignent avec acupuncture ou des plantes. Et qu'est-ce qu'il est ciblé? Justement, il est ciblé sur les organes ou des méridiens. Les deux. Alors, comment que soigner les méridiens, les organes qui peuvent soigner tous les problèmes ici? C'est la rationnelle, la théorie derrière le réseau. Voilà. Maintenant, on revient sur les principes de la prévention. La prévention de la médecine chinoise, c'est son avantage énorme. Par exemple, tout à l'heure, je viens ici porter masque. Je vois que moi qui portais le masque. Voilà. Pourquoi? Parce que je fais la prévention. Donc, dans la médecine chinoise, on a cette idée. Pourquoi on fait la prévention? Pourquoi on fait la prévention? Parce qu'on parlait le ciel, la terre et l'homme. Le ciel, maintenant, le Covid n'est pas encore terminé. Le climat pas encore favorable pour diminuer ou dépasser cette Covid. Après, le ciel, il fait très chaud. Aussi, j'ai déplacé, j'ai un peu fatigué. Voilà. La terre qui n'est pas favorable. Aussi, homme. Voilà, homme, moi, comme je suis fatigué, donc il faut que je fasse la prévention. Ça, c'est l'idée de la médecine chinoise. Important. Pourquoi c'est important? Parce qu'en médecine chinoise, si le qi véritable, c'est votre énergie intérieure qui existe abondant, la mal extérieure ne peut pas pénétrer. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans cet état équitable ou abondance. Donc, il faut la prévention. C'est la première notion. C'est pour ça qu'on fait le confinement, on fait les masques, etc. C'est toujours pour essayer de protéger. Important. Le deuxième, c'est on traite la maladie avant qu'elle ne survienne. Ici, il y a plus de notions. C'est oui, bien sûr. Quand on n'est pas malade, il faut faire la prévention. Quand on est malade, il faut faire la prévention pour arrêter la progression. Mais quand la maladie est guérie, aussi, il faut faire la prévention pour rétablir plus rapide et éviter les complications. Il y a 3 niveaux dans la prévention. Par exemple, ici, on a introduit l'autre notion dans la prévention, c'est la vision sur la maladie et le déclenchement de la maladie. Dans le déclenchement de la maladie, en médecine chinoise, c'est toujours une lutte entre le zheng qi et le xie qi. Zheng qi, c'est notre qi véritable, ou le système de défense ou réparation. Et xie qi, c'est tous les souffles extérieurs pervers, ou bien, vous pouvez comprendre, les facteurs pathogènes. Bien sûr, si le zheng qi est abondant, le xie qi ne peut pas atteindre. Quand le xie qi qui afflue là, où il y a défaillance de la zheng qi, cette idée-là, ça revient sur la théorie de Claude Bernard, la notion de homéostase ou bien le terrain.
c'est pas revient sur la théorie de Pasteur, mais revient sur la théorie de Claude Bernard. Il faut toujours chercher l'équilibre et aussi pour renforcer la homéostase, l'intérieur, l'environnement, l'intérieur est plus important. C'est pour ça, dans la COVID-19 en Chine, on a tellement réussi à minimiser la modalité, justement, c'est intervention par la médecine chinoise. Ce n'est pas en première phase, plutôt c'est éviter les maladies, les cas graves et transformer en cas, on dit, vitaux. Donc, on a diminué le risque que ces cas légers et développés en cas graves. Et éviter les cas graves et développer en cas et encore mortels. Dans ce cas-là, on a diminué le risque toujours pour renforcer la personne par régulariser l'environnement, l'intérieur, par améliorer l'appétit, le sommeil, la physique et traiter l'état de vie. Et l'autre complication, pas soigner la COVID. Parce qu'on ne ciblait pas sur les pathogènes externes, virus et les bactériens. Voilà, on ciblait sur l'intérieur. Plus rapide, on va voir le principe sur l'examen et les diagnostics. Pour les examens, d'abord, il y a la technique d'examen. On a des regarder, observation, aussi palper le bout, aussi palper le corps. Et aussi, il y a l'autre, comment? Aussi, sentir et écouter, et aussi interrogation. Les 4 techniques d'examen, normalement, il faut combiner, finalement, choisir laquelle est déterminante. Ce n'est pas un qui peut remplacer les autres. Il faut avoir les informations maximum pour compléter les bilans de diagnostic. Par exemple, regarder la peau pour la chinoise, c'est très important. Regarder le visage, la couleur. Mais pour les africaines, pour les occidentales, surtout dans la vie moderne, les gens avec le maquillage, c'est difficile de distinguer exactement. Donc, il faut baser sur l'interrogation ou les peaux. Et aussi les palpitations, etc. Tous sont très importants pour choisir laquelle est déterminante. C'est très important pour voir dans la médecine chinoise. Maintenant, on commence à utiliser cette technique. Par exemple, les endoscopies, quand on voit sur les organes à l'intérieur, on va utiliser la pensée chinoise pour voir, c'est les côtés yin ou les côtés yang. C'est quel souffle qui manque. C'est aussi sur les imageries, par exemple, dans la cancérologie, on voit il y a tumeur chaud, il y a tumeur froid. N'est-ce pas? Quand on dit tumeur chaud, c'est des cellules inflammatoires qui sont infiltrées, ou etc., voilà, qui manifestent, c'est des tumeurs chaudes. Quand il est froid, il n'est pas activé. Dans la médecine chinoise, on a interprété c'est le yin ou le yang, ça nous conduit à utiliser quel genre de plante. Et aussi sur la différencier, une fois on a suffisamment d'informations, ici il y a beaucoup de détails, en même la diagnostic, on doit faire 22 d'enseignements, etc. Par exemple, pour regarder la couleur, il faut regarder la personne en chinois, on est plus simple, regarder la couleur, soit il est couleur vert ou sombre, soit il est rouge, soit il est jaune, soit il est blanc, pâle, ou il est noir. Chaque couleur correspond à une défaillance d'aucun correspond, parce que le couleur vert, c'est du foie, le blanc, c'est du poumon, le noir, c'est du rein, etc. Ce n'est pas seulement imagination. Quand vous regardez dans le service néphrologie, vous voyez les gens en maladie rénale, vous voyez les couleurs sont très noires et foncées. Quand vous voyez dans le service cardiologie, vous voyez les gens qui ont hypertension, etc., alcoolique, c'est rouge, c'est pas imagination du tout. C'est vraiment observer et vérifier et déduire. Le deuxième, c'est différencier de la maladie. Par la théorie de médecine chinoise, la maladie, les syndromes et les symptômes. Il faut baser sur la médecine chinoise qui voit la localisation en bas. Voilà aussi la nature et aussi, ici, on dit aussi la tendance, localisation, la cause. Il faut voir la localisation, la cause, la nature et la tendance. Pour les Chinois, c'est important. La tendance pour voir la maladie qui vers aggraver ou vers guérir.
les traitements sont différents. Ça a conditionné votre dose et conditionné quel traitement utilise. Le principe sur les thérapies, voilà, premièrement, c'est personnaliser, comme on a parlé tout à l'heure, et il faut regarder la personne, la nature, le terrain et la maladie en nécessitant et son nature pour personnaliser le traitement en combiner la diagnostic de la maladie aussi symptômes, pas uniquement les maladies et symptômes. Et deuxième partie importante, traiter pas seulement la forme, c'est-à-dire physique, pas seulement la maladie, il faut aussi le chi, le souffle, le fonctionnement du corps ou l'état de vivre. Surtout, il ne faut pas voir abnormal sur les transpirations, la fièvre, la douleur, l'appétit et les selles ou les urines. C'est-à-dire, il faut l'état de vie en parfait fonctionnement. Ça, c'est le chi qui circule normal. En plus, il faut s'occuper de l'esprit, le mental, parce que les trois sont ensemble. Voilà, troisième, c'est sur les trois branches thérapeutiques. Trois branches, vous connaissez. Voilà, on m'a parlé là. Trois branches dans la médecine chinoise, il y a traitement externe. C'est des acupunctures, c'est des massages, c'est des guasha, vous connaissez les grattages. C'est traitement externe basé sur la théorie des méridiens tendinomusculaires. Parce que les méridiens, c'est l'intermédiaire, on soigne extérieur, parce que les méridiens lient intérieur et extérieur. Par ce genre de traitement, facilement, principalement, on peut soigner beaucoup de troubles. Par exemple, l'acupuncture est acceptée dans tous les pays occidentaux. Dans quel service? Centre de douleur. C'est-à-dire, c'est efficace soigner des douleurs tendinomusculaires, même neurologiques. Les médecines occidentales, pas interroger pourquoi ça fonctionne. Parce que le méridien, on ne le voit pas. Mais on a accepté le fait. Cette pratique, il est soulagé les douleurs. La deuxième branche, c'est le traitement interne, plutôt par les pharmacopées et par les diététiques. Ça, c'est de soigner plutôt des organes et entrailles. Parce que soigner les organes, on peut soigner de la peau et les yeux extérieurs, les membres, les organes sensoriels, aussi important, mental. Les Chinois, il n'y a pas de psychanalyse, il n'y a pas de psychologue. Comment soigner les problèmes psychologiques? Par soigner les fonctionnements organes l'intérieur. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de ballonnement, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de constipation, tout son montée de sang normalement, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de mélancolie. D'accord? C'est très simple, mais il faut diagnostiquer. La troisième branche, c'est le traitement par le corps, l'esprit. Ça, c'est demain, on m'a parlé, c'est des pratiques corps, l'esprit par les qigong ou des, on peut dire, des gymnastiques énergétiques chinois, etc. Voilà, là, c'est le qigong. Dans le qigong, par exemple, demain, on va parler, dans le qigong, ils travaillent ensemble. Cette partie, dans le qigong, il est combiné 5 éléments. C'est la méditation, c'est comme le bouddhiste. Vous voyez, les bouddhistes qui influencent énormément, c'est le zen. Après, il est respiratoire contrôlé. Ça, c'est un taoïste qui est influencé. Parce que le taoïste, dans la montagne, dans le temple, il a pratiqué beaucoup de respiration. Et aussi des mouvements doux, lents ou rapides. Ça, c'est des Chinois, des gymnastiques anciennes qui a trouvé. Aussi, les automassages, c'est basé sur la théorie des méridiens, aussi des sons thérapeutiques. Tous ces, on dit, en traitement comportemental, comment ça fonctionnait? Comment ça fonctionnait? C'est passé par les méridiens et par les fonctionnements des organes et entrailles. Notamment ici, c'est pour harmoniser la transformation, comme on a parlé tout à l'heure, entre les trois parties importantes de notre corps. Notre l'essence, qing, notre qi, le souffle, et le shen, et l'esprit, pour harmoniser les trois niveaux de notre corps, pour arriver à dégager la circulation, pour harmoniser le corps, pour soulager la douleur ou éliminer les maladies. Pour terminer, voilà, la dernière partie, c'est la médecine chinoise. Et comme on a parlé, ce n'est pas comme vous voyez aujourd'hui, rester en 1500, 2000 ans, 3000 ans. La médecine chinoise, sans arrêt, évolue avec son temps. Donc, il a adapté
le taoïste, le bouddhiste, le confucianisme, aussi la médecine occidentale. Vous connaissez bien le taoïste, le bouddhiste, origine l'Inde, ce n'est pas origine en chinois, mais les Chinois qui intègrent parfaitement et intégrés dans leur pratique. Aujourd'hui, avec la médecine moderne, surtout physiologie, physiopathologie et l'anatomie, comment la médecine chinoise évolue. Par exemple, sur l'acupuncture. Basé sur la théorie anatomique et holographique, on a développé les micro-acupunctures et les théories holographiques. On traitait uniquement par les aiguilles sur le ventre, c'est des acupunctures abdominales, ou bien sur les crânes, ou bien uniquement sur le visage, ou bien sur la langue. On peut soigner tous les corps entiers. Ce n'est pas comme la réflexologie. Réflexologie, c'est anatomie, voilà, correspond. Réaction, reflet anatomique. Ça, c'est les théories médecine chinoises qui conduisent leur pratique. La théorie, si dans la médecine chinoise, sans pratique, la théorie n'existe pas. Les Chinois uniquement prennent des parties utiles, fonctionnent. Parce que les médecins, pour répondre à la demande des patients, c'est leur mission. Si ça ne marche pas, ils ne peuvent pas soigner par les paroles, par les théories fausses. Voilà. C'est pour ça aujourd'hui, cette théorie, cette nouvelle technique a répandu en beaucoup de pays occidentaux. Vous allez reconnaître. Voilà. Aussi, il y a acupuncture qui combinait les acupunctures et les microchirurgies pour libérer le tendon. Dans les pharmacopées, vous connaissez, c'est aussi développé avec les nouvelles théories scientifiques, technologies, extraits des plantes, etc. Le Tuyoyo, vous connaissez, avec les artémisines, il a extrait sur les plantes. Il y a eu des prix Nobel parce que c'est une innovation qui a guéri beaucoup de cas paludisme en Afrique et sauvé des millions de vies. Et le deuxième, vous connaissez, c'est les arsenic. C'est très toxique, c'est utiliser ce produit qui est traité une sous-catégorie de leucémie. Avant cette leucémie-là, sous-type et modalité presque 100%. Avec cet arsenic et un traitement acide agnoïde, la guérison presque 100%. Ça a complètement changé la vie. C'est un travail entre l'hôpital Saint-Louis et l'Institut Pasteur et les Chinois. Les trois chercheurs avec l'Institut Pasteur et Chen Zhu, l'ancien ministre, qui a eu un prix LASK. Il a quelques années, l'autre prix. Et le troisième, c'est on vient de publier un article, Huang Kui, c'est issu d'une plante, c'est notre équipe avec un Nankin. On a montré cet extrait des plantes qui a traité des microalbumines, microalbuminurines dans les insuffisances rénales induites par les diabètes. C'est aussi efficace qu'on dit anti-hypertenseur. S'il est combiné avec les anti-hypertenseurs, c'est encore meilleur. On a publié dans le Diabète Care. C'est un des meilleurs journaux pour les diabètes. Le troisième, dans le Qigong, aussi, il y a évolution. Par exemple, moi, depuis 8 ans, je travaille dessus, c'est le Guolin Qigong. C'est un nouveau Qigong. C'est inventé seulement 50 ans. Cette année, on a fêté 50e année anniversaire de Madame Guolin. C'est un Qigong qui est un seul, qui est ciblé sur les personnes atteintes du cancer. Donc, vous voyez, la médecine chinoise sans arrêt d'évoluer. Donc, la médecine chinoise évolue avec son temps. Pour résumer, vous voyez ici, c'est un grand chirurgien chinois qui a résumé en comparaison les deux médecines, comment ils peuvent faire la complémentarité. Premièrement, la médecine occidentale qui soigne locale, les Chinois qui ont une vision plus globale. Et occidentale, des chirurgies, traitements ciblés, etc., c'est plus une vision micro. Les Chinois ont une vision soignée globale en macro. Et les médecines occidentales soignent des maladies et les médecines chinoises plutôt soigner la personne, c'est-à-dire les syndromes ou l'état de vie. Et les médecines occidentales, on dit allopathique, c'est pour éliminer des pathogènes, des cellules cancéreuses, des bactériens, c'est attaquer les pervers. On essaie d'éliminer
attaquer maximum. Mais la médecine chinoise, c'est préserver le qi correct et droit notre énergie. Donc, pour la médecine occidentale, c'est pour bloquer notre fonctionnement corps normalement pour retrouver l'équilibre ou bien tuer des cellules ou des bactéries pour trouver l'équilibre. Mais la médecine chinoise, c'est faire la bouddhiste, c'est pas faire le tuer, qui fait dégager ou quitter le corps pour éliminer naturellement vers l'extérieur. Donc, le traitement occidental est relativement ensemble, c'est simple molécule, simple intervention chirurgicale, mais la médecine chinoise est relativement complexe par des traitements externes, l'interne, ensemble, mais toujours naturel. Aussi, sur la médecine occidentale, on voit qu'il a multiples bénéfices, mais pour la médecine chinoise, c'est pour retrouver le rééquilibre. Donc, pour la médecine occidentale, c'est vers une médecine en précision, plus précis possible jusqu'à cellules, génome, même épigénétique. Mais pour la médecine chinoise, elle travaille global, une vision vague. Et pour la médecine occidentale, il a des effets rapides, mais la médecine chinoise, il a des effets lents, mais sûrs. Pour la médecine occidentale, souvent c'est invasive, mais la médecine chinoise, c'est non invasive. Même les acupunctures acceptées en France, uniquement réservées pour les médecins parce qu'ils les considèrent comme une intervention invasive. Mais en chinois, on sait que c'est une micro-blessure, c'est rien du tout, même plus fine qu'une épine. Pourquoi il n'y a aucun risque, par exemple, en France, début introduit en France, j'ai jamais entendu un cas d'effet secondaire ou les blessures ou les effets indésirables par l'acupuncture. Ça n'existe pas. Voilà. Après, c'est pour l'occidental, la médecine occidentale, c'est pour traiter la maladie, la médecine chinoise, plutôt traiter la malade. Finalement, voilà, pour la force, opération, traitement chimique ou radiothérapie, ou bien le traitement immunothérapie, il y a des effets secondaires assez forts. Souvent, c'est avec la force pour soigner. La médecine chinoise, plutôt dans la catégorie de 12. Donc, la médecine future, aujourd'hui, c'est très à la mode. On dit les 4 P, prédictive, personnalisée, préventive, participative. Attention, ici, c'est que dans le médicament. C'est les pharmaceutiques qui ont inventé ce genre d'idée. Préventif, justement, prédictive, c'est basé sur l'avancement sur les génotypages pour voir la mutation des gènes, etc., essayer de prédire, etc., essayer d'intervenir à ce moment-là au niveau du génome. Personnalisé, justement, c'est un traitement ciblé, etc., c'est par les différents médicaments. Et préventif, c'est pareil. Participatif, c'est l'autre chose. Il faut les patients essayer de participer avec les malades, etc., parler avec les médecins, plutôt participer dans les essais cliniques ou dans les nouveaux traitements, etc. Donc, la médecine chinoise est tout à fait correspond. Il y a 2 parties. La médecine chinoise fait les personnalisés, préventives et participation, notamment avec le Qigong. Justement, une des effets, c'est faire les patients qui participent dans leurs soins. La médecine chinoise, c'est ancestral, mais évolue avec son temps. Malgré son ancienneté, les principes de la médecine chinoise n'ont pas de retard ou dépassé. Il est toujours dans la direction avec la médecine moderne pour servir aux malades. Les pratiques cliniques pour la médecine chinoise, c'est leur vitalité, c'est leur vie. S'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'effet thérapeutique, la médecine chinoise ne peut pas exister. Mais ces pratiques, expériences qui peuvent tout à fait apporter de nouvelles réflexions ou inspirations à la médecine moderne pour ouvrir de nouvelles perspectives. Cette partie-là, aux États-Unis, il a déjà commencé, par exemple, les kinésithérapeutes ou l'autre soignants paramédicaux commençaient à piquer les gens. Il a utilisé les mots l'acupuncture sec, c'est la piqûre sec par rapport aux infiltrations. Mais il n'est pas basé sur la médecine chinoise, il est basé sur l'anatomie. Donc, il a utilisé acupuncture, piquer
en théorie anatomique. Deuxième, c'est le développement de la médecine chinoise ne peut être dirigé par la science actuelle ou la science naturelle parce que son théorie, ce n'est pas la même. La théorie de la médecine moderne ne peut pas diriger les pratiques de médecine chinoise. Même il y a certaines formations ou DU qui s'appellent acupuncture médicale ou acupuncture scientifique, etc. C'est juste une interprétation et explication des effets de l'acupuncture. Il n'est jamais arrivé à conduire les pratiques de la médecine chinoise. Alors, finalement, la médecine chinoise, qui les gens dans la profession, ou surtout les professionnels de la recherche ou les praticiens, il ne faut pas manquer la culture scientifique, parce que seulement la scientifique qui peut encadrer ou mettre les ailes sur la médecine chinoise qui s'envole plus loin avec la médecine moderne vers la complémentarité. Merci de votre attention. Oui. Très compliqué, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est très compliqué pour la dépression, pour être dépressif. Il faut justement analyser la cause. Mais premièrement, par exemple, les Chinois qui ont commencé à soigner, analyser la cause. Si physiquement, il y a quelque chose, ça ne va pas, quelques systèmes respiratoires ou digestifs, etc., d'abord, il faut soulager le corps. Après, mentalement, on induire la circulation de l'énergie par les acupunctures ou notamment, il faut par les qigong pour pratiquer. Donc, ça, ce n'est pas les qigong dans la société vous trouvez. Hein. Il faut des qigong thérapeutiques. Les qigong dans la société, on pratiquait souvent, c'est pour bien-être, pour le plaisir, etc. Donc, il faut soigner justement le qigong, qui est plutôt soigné global. C'est un entraînement comportemental. Parce que dépression, bien sûr, c'est mental. C'est plutôt, il faut utiliser une technique ou une approche globale, harmoniser l'esprit et le corps, pas uniquement soigner psychologique. Parce que quand le psychologique de dépression, souvent c'est une séparation, l'esprit et le corps. Il faut justement ramener l'esprit qui reconduit ou devient le maître du corps. Il faut harmoniser ensemble. Il faut chercher des spécialistes, essayer, pratiquer doucement, combiner différentes techniques physiques et aussi mentales ensemble. C'est très compliqué, hein, c'est un très grand sujet. Ça, c'est dans la médecine chinoise. Il y a 5 sons que nous prononçons, voilà, comme le joie, on rit, on pleure, etc. Cri, ça, c'est des sons physiquement. Aussi, il y a sons musicaux, c'est dans la nature. Le son de nature qui peut soigner notre corps. C'est comme les musiques. Que ce principe d'un son collectif soit enrichi d'harmonique individuelle.
C'est très compliqué, ce n'est pas mon spécialiste, mais pour essayer de vous répondre, dans la thérapeutique par le son, c'est très compliqué. Par exemple, pour les instruments, on connaît très bien, ça marche bien. Et aussi, il y a des gens qui utilisent pour les pôles tibétains, etc. Aussi, comme vous parlez, c'est le prononcer par vous-même. Donc, ça, c'est dans le Qigong de Guolin, c'est le plus difficile parce que le son, il y a chaque son, au aigu ou pas, ou grave, ça ciblait des méridiens, vibrer les méridiens différents, vibrer les organes différents. Et aussi, voilà, pour la maladie différente, il ne faut pas le son qui aggrave la situation. Donc, il faut la personne enseignant qui connaît comment prononcer le son, dans quelle partie, aussi connaître la maladie, il faut choisir quel son. Donc, il faut, pour un son thérapeutique, ce n'est pas un musicien ou un chant lyrique qui peut. Il faut, la personne qui connaît le prononcer le son, aussi la maladie. C'est compliqué. Il y a des questions, sinon on prend trop de temps. Oui, acupuncture holographique, c'est-à-dire, vous connaissez le mot holographie. Voilà, par exemple, pour le chou-fleur, tout simple. On prend un morceau de chou-fleur, un branche, ça ressemble tous les entiers. C'est comme en France, vous connaissez la thérapie, auriculothérapie. Voilà, les oreilles, le médecin Paul Nogière de Lyonnais, généraliste qui parlait, les oreilles comme un fœtus, la forme fœtus. En bas, c'est la tête, voilà, là, c'est les colonnes, etc. Dans la médecine chinoise, utilisée par exemple sur le visage, c'est aussi comme une partie, comme une fœtus. Voilà, sur le ventre, c'est comme l'autre forme de holographie, mais important, ce n'est pas l'imagination. Pour trouver ce système autour de nombril, la personne est pratiquée 20 ans, aiguille par aiguille, vérifiée en clinique, ça fonctionne, ça a formé une schéma de tortue. Voilà, c'est des holographies, c'est-à-dire utiliser une zone délimitée locale pour soigner le corps entier. Surtout cette acupuncture quasiment sans douleur, parce que c'est des aiguilles très fines, jamais profondes, jamais insérées en profondeur. Ça, c'est voilà, les anciens. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse parce que vous êtes nombreux ce soir et ça me fait très plaisir parce qu'on parle en fait de deux de mes passions professionnelles qui sont les plantes et la médecine traditionnelle chinoise. Alors, il y a quelques années, j'ai fait un DU des principes de la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, je sortais de la fac de pharmacie où j'avais vu, on m'avait parlé que de molécules. Donc, pour moi, l'activité était essentiellement moléculaire. Je ne voyais que ça. Et grâce à la médecine traditionnelle chinoise, voilà, un univers s'est ouvert à moi. Et ça a été vraiment une passion de m'intéresser à la philosophie, à l'interprétation de tous les symptômes, en fait, et de comment on pouvait la traiter, notamment avec les plantes. Et je vais vous raconter une anecdote personnelle parce qu'elle a vraiment changé ma vie. À l'époque, je travaillais pour l'industrie pharmaceutique et donc j'étais très, très occupée, comme vous pouvez l'imaginer, et j'ai eu mes enfants. Et en même temps, je faisais donc ce DU de médecine traditionnelle chinoise. Et je commence à avoir une douleur dans le dos, mais vraiment très, très importante, qui m'empêchait parfois de me lever le matin. Et donc, j'ai essayé de gérer cette douleur avec de l'aspirine, du paracétamol. Vous pouvez bien imaginer comment je faisais. Et je passe des radios, on ne voyait rien en imagerie, j'avais absolument rien. Et puis, en fait, j'avais sympathisé avec le médecin
de médecine traditionnelle chinoise qui nous donnait les cours. Et en fait, je me dis, mais je vais aller le voir, je vais lui demander ce qu'il en pense. Et puis, il m'ausculte et il me dit tout simplement, feu dans le foie, colère. Feu dans le foie, colère. Et je suis repartie avec ça. 2 mois après, je démissionnais et je commençais une nouvelle vie professionnelle. Voilà. Donc, pour vous dire à quel point la médecine chinoise a influencé ma vie, et je l'en remercie. Alors là, je vais donner la parole à Yves Requena, qui est, je crois qu'on ne présente plus, donc qui est un médecin spécialisé en acupuncture, en qigong, qui a écrit de nombreux ouvrages. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter, de vous donner la parole. Alors juste, moi, je tiens à dire qu'on a créé à la fac de médecine un DU de phytothérapie et d'aromathérapie. Donc, les dépôts de candidature viennent d'ouvrir. Donc, si certaines personnes professionnelles de santé sont intéressées pour apprendre comment soigner avec les plantes et les huiles essentielles, nous serons ravis de les accueillir. Voilà, donc je vous laisse la parole. Bonsoir. Alors, on m'a demandé de présenter l'intérêt de la flore, de la botanique, de nos plantes occidentales et ensuite de voir le lien qu'on peut faire avec la médecine chinoise. Alors, ce n'est pas une demande au hasard parce que ça m'a passionné depuis des années. Est-ce que je vais vous présenter en juin 2022? Ça a été écrit, enfin, l'essentiel de mes recherches date de 1983. En fait, l'intérêt de la botanique européenne appliquée à la médecine chinoise, c'est d'abord d'utiliser nos plantes. Et je n'ai rien contre la pharmacopée chinoise, les plantes de la pharmacopée chinoise.
du tout, mais je ne me sentirai pas le cœur à les prescrire et à bouder le romarin, le thym et bien d'autres plantes qui sont dans mon jardin et que j'ai qu'à me baisser pour les ramasser. Je pense par exemple au pissenlit, Taraxacum dens leonis, qui travaille sur le foie, comme vous le savez, et Taraxacum, ça veut dire je soigne la vue. Donc imaginez que déjà, dans la vision du pissenlit, il y a la relation entre le foie et la vue. Passons. Et donc, la proximité de ces plantes, c'est d'un intérêt fondamental, et notamment d'un point de vue écologique, par rapport à la taxe carbone, c'est-à-dire le transport des plantes d'un continent à un autre. Et d'autre part, ici, en France ou ailleurs en Europe, parce que la botanique elle est européenne, c'est une pharmacopée européenne, on peut avoir les plantes fraîches ou sèches, et donc on peut faire des infusions. Et surtout, l'intérêt de la pharmacopée occidentale, c'est que d'abord, nous connaissons les plantes, c'est notre tradition, et qui n'a pas une mère ou une grand-mère qui lui a prescrit, préconisé, préparé une tisane, un cataplasme avec des plantes. Et qu'ensuite, et de plus, et ça j'insiste parce que c'est énorme, et ce serait dommage de passer à côté, c'est que nous avons une galénique riche et peut-être plus riche dans sa façon de préparer les plantes. Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie avec un spécialiste chinois sur le sujet, c'est-à-dire la façon de préparer les plantes. Parce que souvent, en médecine chinoise, dans la pharmacopée chinoise, on utilise soit des extraits secs, soit des décoctions. Et ici, en la pharmacopée occidentale, nous avons infusion, décoction, des teintures mères, mais aussi des extraits fluides. Un extrait fluide s'obtient par un processus de lixivation et on a une concentrée de la plante 1 pour 1 par rapport à la plante sèche, ce qui est énorme. Par exemple, je pense aux phytostandards des plantes en pharmacie. Et puis aussi, vous avez les extraits hydroalcoologlycérinés, c'est-à-dire c'est une extraction à la fois en milieu hydrique, comme l'infusion, alcoolique, comme une teinture mère, et glycériné, comme un macérat glycériné. Et donc, il y a des préparations que vous pouvez faire, enfin, du moins des laboratoires qui s'occupent de fabriquer des extraits hydroalcoologlycérinés. Fabuleux. Et c'est cette forme galénique que j'ai choisie pour concevoir mes élixirs énergétiques, que je vous parlerai peut-être à la fin, parce que ce n'est pas le propos. Et l'intérêt des extraits hydroalcoologlycérinés par rapport à une teinture mère, c'est qu'au lieu de faire 50 degrés ou 40 degrés d'alcool, un extrait hydroalcoologlycériné, c'est seulement 21 degrés, parce qu'il y a le mélange de l'eau et la glycérine. Et voilà, et puis ensuite le macérat glycériné lui-même, donc quelqu'un a été spécialiste par ici, et puis les extraits secs qu'on a en commun avec la pharmacopée chinoise. Donc, oui, on a une façon de formuler les plantes, ça s'appelle la galénique, hein, du médecin galien du Moyen-Âge, une façon de formuler les plantes qui peut faire la jalousie d'autres continents, et nous avons des spécialistes pharmaciens et pharmaciens de préparation, des laboratoires qui font de très belles choses. Voilà, intérêt déjà de se pencher sur notre simple pharmacopée occidentale pour lui porter crédit et l'utiliser. Et en plus, nous possédons des procédés galéniques uniques à l'Europe, comme sont les huiles essentielles, même si ce n'est pas l'Europe qui a inventé le procédé de l'huile essentielle, mais c'était l'Égypte. Les hydrolats, c'est-à-dire en fait le résidu d'une extraction d'huile essentielle dans un extracteur, ou encore, d'une façon plus récente, les élixirs floraux grâce aux travaux du docteur Bach, qui s'est inspiré lui-même, je pense, mais c'est ici Christophe Cadenne qui est ici, qui passe anonyme aujourd'hui, mais qui parlera demain,
qui a beaucoup travaillé sur les élixirs floraux. Et, pardon. Et comment utiliser les plantes occidentales maintenant selon les principes de la médecine chinoise? Eh bien, la réponse est « That is the question ». Eh bien, on va se pencher sur la façon dont les Chinois classent les plantes pour pouvoir soigner les gens et pour pouvoir identifier la plante par rapport à sa nature. Parce que, comme l'a dit mon prédécesseur, la médecine chinoise se base sur l'énergie, et sur l'énergie des organes et sur l'énergie des méridiens. Et donc, comment procède un médecin chinois? Ben, il procède de la même façon pour pouvoir extraire des conclusions de la plante, des principes pour pouvoir traiter l'énergie de l'organe ou l'énergie dans le méridien. Ainsi, donc, la pharmacopée chinoise considère, pour classer ces plantes et les utiliser, ces grands principes que sont la saveur, vous en avez tous entendu parler, les 5 saveurs avec les 5 éléments, et l'énergie, et aussi par la saveur et l'énergie, et enfin par la signature clinique. C'est ce que je vais en très peu de minutes vous présenter. Ça a été la démarche que j'ai utilisée dans cette époque-là, 1983-1984, et qui a donné naissance à 3 ouvrages qui s'appellent Acupuncture et phytothérapie. Les 5 saveurs de la pharmacopée chinoise, je vous les remets ici, vous les connaissez. L'acide en relation avec le bois, la mer en relation avec le feu, le doux en relation avec la rate, le piquant en relation avec le poumon et le salé en relation avec le rein. Qui ne connaissait pas ça? Là, donc, une très petite minorité. C'est vraiment la base de la médecine chinoise. Donc, si vous ne connaissez pas ça, c'est que vous n'avez pas jamais approché la médecine chinoise. Vous êtes en train de dire que vous n'avez jamais approché la médecine chinoise. Parce que quand on approche la médecine chinoise, ça, on le sait. Et bien voilà, maintenant, vous le savez. Donc, c'est 100% de personnes dans cette salle qui maintenant savent que ces 5 éléments en relation avec les 5 saveurs. Et de mon temps, quand j'ai fait mes études de médecine chinoise d'acupuncture, 1972, 73, 74, on me disait, et j'ai cru, que la mer traitait le cœur et traitait uniquement l'élément feu, et que l'acide traitait le bois et uniquement le foie et l'élément bois. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, il a fallu que je me penche sur la question et je me suis dit, mais d'abord, est-ce qu'il n'y a que les Chinois qui ont goûté les plantes? Et nous, en Europe, on n'a pas goûté nos plantes, nous? Alors, je suis allé directement à la Bible de la pharmacopée occidentale, de la phytothérapie, et ça s'appelle Matière végétale, en 3 volumes, de Paris et Moïse, qui est le livre de base des pharmaciens qui avaient, j'en sais plus aujourd'hui, l'obligation de faire des études de botanique et de phytothérapie. Est-ce qu'il y a des pharmaciens parmi vous qui ont entendu parler de ce livre, Paris et Moïse? Est-ce qu'il y a des pharmaciens parmi vous? Il n'y a plus de pharmaciens, il n'y a plus de livres. Bon. La disparition spontanée. Hein? Oui. C'est le gamin? Ah, pardon. Et donc, c'est grâce, je vous assure, c'est grâce à Paris et Moïse et à ce livre que j'ai compris. C'était tout bête. Qu'est-ce que c'est cette saveur mystique, la mer, du doux, du piquant? Qu'est-ce qu'ils racontent ces Chinois? Mais c'est quoi cette histoire, cette fable? Ben non. Non. Quand vous lisez le livre de Paris et Moïse, quand vous commencez à regarder les plantes et à les
goûter, parce que la pharmacognosie, c'est-à-dire la connaissance d'une plante, passe par le regard, l'aspect de la plante et aussi le goût. Donc, il y en a qui ont dû perdre la vie en goûtant la digitale, mais c'est les risques du métier. Et donc, la solution qui est apparue, mais qui saute aux yeux, c'est qu'en fait, c'est le principe actif dominant de la plante qui fait sa saveur. Ah zut alors. Et donc, une plante dite acide, c'est une plante qui contient beaucoup d'acides organiques, comme la mamelisse, par exemple. Une plante amère, et là on va développer, c'est une plante qui contient beaucoup d'alcaloïdes en dominante d'alcaloïdes et en dominante du goût amer que procure la mer. La gentiane, par exemple, de la Suze, n'est-elle pas amère? Voilà. Le cynar, Cinara scolymus, la cinarine, l'alcaloïde de l'artichaut, n'est-il pas amer? On a fait aussi un apéritif, excusez-moi d'être un petit peu alcoolique dans mon propos, mais c'est le cynar. Hein. Et plus récemment, en allant donner un séminaire de Qigong à Perpignan, j'ai trop aimé comment les Catalans m'ont dit, mais nous, quand on a su que la quinine, grâce au professeur Raoult, était efficace pour le Covid, on s'est tous précipités pour acheter du beer, parce que l'apéritif beer contient du quinquina. Et donc, les Catalans se sont fait de l'action préventive contre le Covid avec l'apéro, le beer. Vous voyez ? Et ensuite, vous avez la saveur douce ou sucrée. Ce n'est pas pareil. Vous avez des plantes qui ont une saveur insipide, ne serait-ce que l'arachide, avec l'huile d'arachide, ça vous donne une idée de ce que c'est que l'insipide. Hein. Mais vous avez des plantes aussi insipides que, par exemple, peut être la verveine, même si un certain parfum, ou le bol d'eau. Mais le doux peut être sucré. Et à ce moment-là, vous avez l'exemple fondamentalement sucré et délicieux pour les enfants et même les adultes de la réglisse. Hein. Glycyrrhiza glabra. Hein. Et puis, vous avez ensuite la saveur métal, la saveur piquante. Et la saveur piquante, c'est des plantes qui contiennent beaucoup de fer et beaucoup de soufre. Comme par exemple l'ortie piquante, Urtica urens. Et puis, enfin, la saveur salée par des plantes qui contiennent beaucoup de sel de potassium et de sel de sodium et qui ont souvent un effet diurétique. Et voilà, c'était tout. Ça faisait 4, 5 ans, 10 ans, non, 1974 le diplôme, 1983, pratiquement 10 ans que j'étais dans la mystique des saveurs sans savoir de quoi je parlais et de quoi on parlait. Et en réalité, il n'y a pas de mystique, il n'y a pas de mystère, c'est simple, c'est l'action pharmacologique des plantes. À partir de là, tout change. Tout change. Et maintenant, il nous faut aborder la deuxième façon d'analyser une plante selon la médecine chinoise. Vous avez la saveur, mais vous avez le qi, dont a très bien parlé Liu Pikai sur le qi, parce que c'est fondamental dans la tradition chinoise, aussi bien pour la pratique du qigong, pour la pratique de l'acupuncture, faire venir le qi dans l'aiguille, par la pratique de toutes les spécialités chinoises, y compris la pharmacopée. Et donc, les Chinois ont classé les plantes en fonction de l'énergie. Soit vous avez une énergie qui monte et qui est chaude, soit une énergie d'extériorisation qui est moins chaude, moins yang. Ça, c'est des plantes d'action yang. Le qi est yang. Puis, vous avez des plantes qui descendent, qui font descendre le qi. Et donc, ici, ce sont des plantes froides ou bien d'intériorisation et d'élimination. Ce sont des plantes fraîches, dont le qi, donc, pour les deux, sont yin. Alors, là, ici, on a les plantes yang à gauche, les plantes
chaudes à gauche, tièdes à droite, et ici les plantes froides en descente ou rafraîchissantes à droite. Est-ce que ça correspond à quelque chose qui nous parle à nous, occidentaux, au niveau de la pharmacopée, la phytothérapie des plantes? Ben, ici, vous avez les toniques amères, la place, la catégorie de ce que les phytothérapeutes de la Belle Époque, c'est-à-dire fin du 19e siècle, début du 20e, et qui ont beaucoup écrit de livres, parlaient des toniques amères. Hop là, aïe, aïe, aïe. Et ici, vous avez ce qu'on appelle des plantes sédatives. D'un côté, vous avez des plantes analeptiques qui stimulent le cerveau, qui stimulent le système nerveux central. Ici, vous avez des plantes qui le dispersent. Ici, vous avez la cocaïne. Ici, vous avez la morphine. Ce n'est pas pareil. Vous n'avez pas le même effet. Vous le savez bien. Alors, au niveau de la pharmacopée des énergies des plantes, on va se trouver avec des plantes yang, chaudes, dont on peut transcrire en termes de pharmacologie que ce sont des plantes plutôt sympathomimétiques ou vagolytiques, c'est-à-dire que les plantes chaudes sont des plantes qui appuient sur l'accélérateur, sympathomimétique-like, ou qui lâchent le frein, vagolytique. Vous me comprenez? Et la même chose pour le chi-yin froide. Donc, on peut faire finalement, on peut faire le pont entre les deux pharmacopées. Il n'y a pas de souci. Les uns parlent d'énergie, les autres parlent de chimie, mais c'est la même chose. Et pourquoi ça serait différent? Et ensuite, les plantes froides, elles sont sympatholytiques, c'est-à-dire que vous diminuez l'accélérateur, forcément, vous arrêtez sur le fossé, ou bien rafraîchissantes, c'est-à-dire qu'elles sont vagomimétiques. C'est-à-dire elles lâchent, non, elles appuient sur le frein. Donc, ou bien vous accélérez en appuyant sur l'accélérateur, ou bien vous accélérez en lâchant le frein. Ou bien vous freinez en lâchant l'accélérateur, ou bien vous freinez en appuyant sur le frein. C'est notre système sympathique et parasympathique dans son ensemble. Ça va? Alors, on n'en a pas pour longtemps. Hein. Quand on combine ce qu'ont fait les Chinois, et ils ne sont pas idiots d'avoir fait une chose pareille, quand on combine la saveur et l'énergie, eh bien, on a devant nous toute la possibilité de la flore, de la pharmacologie, qu'elle soit chinoise, occidentale, ça n'a pas d'importance. Vous prenez une plante, c'est ce que j'ai fait dans ces ouvrages-là, en 83, vous prenez une plante et vous l'analysez, vous regardez ce qui se passe. Par exemple, si je prends juste l'exemple de l'élément feu. Alors oui, j'ai choisi des plantes amères, c'est vrai, qui agissent sur le cœur, oui, c'est vrai, ce n'est pas interdit que des plantes amères de l'élément feu agissent sur le cœur et le cardiovasculaire. C'est ce qu'on croit uniquement. Alors, on va en rester sur ce qu'on croit. Eh bien, les amères yang, comme la digitale, le café, le guarana, la coca, le coca, la grippe-pomme, les plus gentils, la grippe-pomme qui s'appelle Leonorus cardiaca, qu'on appelle en argot la cardiaque, hein, qui a des effets un petit peu comme le digital, mais plus gentil et pas toxique. Et l'angélique, Angelica archangelica, toutes ces plantes, elles sont amères. Goûtez-les, vous m'en direz des nouvelles. Essayez d'éviter de goûter la première. Hein. Et elles sont évidemment chaudes, puisque ce sont des toniques cardiaques, en vrai ou en facsimilé, mais c'est des toniques cardiaques. Alors que si vous prenez la même saveur amère, mais
vous avez affaire à des plantes yin, d'énergie sédative, alors vous allez tomber sur Rauwolfia serpentina, qui a été la première plante utilisée pour traiter le cœur et l'hypertension artérielle, la première, la valériane, la lavande, houllonée, inula, hélénium. Et on peut dire, l'affaire est entendue. L'affaire est entendue pour la mère en relation avec l'élément feu et le cœur. Mais la diapositive suivante va vous surprendre, car on va encore utiliser la saveur amère, mais cette fois-ci, la saveur amère va agir sur d'autres éléments. C'est son droit. Et d'ailleurs, quand vous lisez des livres de pharmacopée chinoise, vous voyez que la saveur amère rétracte la rate quand elle est atteinte par l'humidité, tonifie le cœur. Chaque saveur est décrite sur l'influence sur l'ensemble des 5 éléments et des 5 organes. Et ici, vous avez donc, par la signature clinique, par exemple, les alcaloïdes de la valériane, l'alcaloïde qui s'appelle la valérianine, va avoir un effet sédatif sur le cœur. D'accord. Mais la gentiane dont je parlais tout à l'heure, Gentiana lutea, ou la gentianine, ou le quinquina, vont avoir un effet sur la rate et va assécher la rate en cas d'humidité. C'est une obsession des Chinois sur l'humidité de la rate parce que c'est important. En pathologie, c'est important. Et en plus, les Chinois ont une sensibilité de la rate que nous n'avons peut-être pas, nous, parce que du fait d'un facteur racial. Ensuite, vous avez le quinquina de la quinine dont j'ai parlé tout à l'heure à propos du bire, qui lui va agir aussi sur la rate. Et puis en bas, à la place où devrait être le rein, je n'avais pas la place, j'ai mis l'artichaut avec Cinara scolymus qui lui agit sur le foie. Et en bas à droite, le thé avec l'alcaloïde théophyline, c'est l'alcaloïde du thé, qui a été, comme le Rauwolfia pour l'hypertension artérielle, a été le premier traitement de l'asthme avec des suppositoires de théophyline. Vous n'avez pas connu ça peut-être, mais moi, je me suis installé à un moment donné où la théophyline et les suppositoires de théophyline étaient en train de disparaître au profit des bronchodilatateurs. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, une crise d'asthme est une crise vasoconstrictive, vagotonique. Donc, il faut un vagolytique. Et la théophyline joue ce rôle. Et la théophyline est amère. Le thé est amer. Personne ne peut me dire le contraire, que le thé, c'est amer. Voyez. Donc, on voit bien l'utilisation des différentes de la même saveur sur différents éléments. Et on peut, en fait, la même saveur amère agit sur les 5 éléments. Et les autres saveurs aussi. Je dois dire que, honnêtement, pour être honnête avec vous, j'ai choisi comme exemple la saveur amère parce qu'elle est tellement riche, parce que c'est celle qui donne le goût à la plante amère, parce que cette plante-là, elle a beaucoup d'alcaloïdes. Et les alcaloïdes sont vraiment des races moléculaires, enfin, des catégories moléculaires extrêmement puissantes. On peut en mourir, hein, comme l'alcaloïde de la digitaline. Voilà, alors ensuite, bon, mais ça c'est anecdotique, c'est les préparations, je ne vais pas développer ça. Juste, je peux vous montrer, c'était une petite présentation sur les élixirs énergétiques que j'ai mis au point en 96, vous regardez 5saisons.com et vous avez la panoplie des élixirs énergétiques. Il y en a 10, un pour tonifier, un pour disperser, chacun des 5 organes, et c'est facile. Mais par contre, ce que je veux vous montrer, c'est à propos d'un exemple, l'élément bois, mais on pourrait en prendre un autre, la classification des principales plantes qui vont agir sur le foie dans tous ces aspects. L'idée, c'est que en fonction de la plante, ça va traiter
un aspect du qi du foie particulier. La mammilis, par exemple, c'est pour les jambes lourdes et aussi pour les dermatoses de contact et les dermatoses allergiques. Le gâtillier, c'est anti-œstrogénique pour les règles douloureuses qu'on appelle en médecine chinoise dysménorrhée, foie sombre. Le pissenlit, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour drainer le foie et ça a une action hépatoprotectrice et drainante, hépatorégulatrice. L'artichaut aussi. Et l'alchimie, la même chose que le gâtillier. Donc ici, il y a quelques plantes, mais elles ne sont pas toutes, qui ont pour effet de régulariser le qi du foie lorsqu'il est en excès. Qi du foie en excès, kan qi yuji, contracture et nouure du qi du foie, puis ensuite qi du foie en excès, puis ensuite élévation du yang du foie, puis ensuite éventuellement, dans les cas de fureur extrême, l'automobiliste qui descend de sa voiture et qui frappe le conducteur derrière qui lui est rentré dedans, le feu du foie. J'ai entendu parler de ça quelque part. Eh bien, dans la catégorie foie, vous aurez d'autres plantes comme l'angélique, l'armoise, le chardon-marie, la prêle, le romarin. Le chardon-marie, Cardius marianus, qu'on appelle aussi Psyllium marianum, parce que son alcaloïde, c'est la silimarine. Et c'est avec cet alcaloïde-là et cette plante qu'on a fait un médicament allopathique qui s'appelle le légalon pour traiter les insuffisances hépatiques chroniques. Parce que nos pharmaciens et nos pharmacothérapeutes et nos laboratoires ne se sont pas privés d'utiliser dans la nature des produits les plus efficaces, que pour preuve l'aspirine qui vient de Salix alba, ainsi de suite. Puis vous avez, dans la même façon, une classification que j'ai faite dans cet ouvrage, qui est pour tonifier le foie lorsqu'il est en insuffisance, il est là. Puis vous avez une classification des huiles essentielles. Est-ce qu'on peut répertorier à tête reposée, tranquillement, vous et moi, toutes les huiles essentielles qui peuvent agir sur le foie d'une façon ou d'une autre? Sur le foie en tant qu'organe et la vésicule biliaire, mais aussi sur le foie vu, sur le foie tension, sur le foie digestif, sur le foie veineux, sur le foie émotionnel. Eh bien, si on fait une recherche, on va trouver toutes ces huiles essentielles. Je vais dire en français seulement: l'oranger bigaradier, la mandarine, la golterie, la livèche, le basilic, la marjolaine, la térébenthine et le romarin averbenone pour ce qui est la dispersion du qi du foie. Le romarin acinéole, au contraire, va être une huile essentielle qui va tonifier le qi du foie. Et voilà les autres huiles essentielles. Vous pouvez prendre des photos, il n'y a pas de souci. Les huiles essentielles pour tonifier le foie lorsqu'il est en insuffisance: le cyprès, le citron, la carotte cultivée qui est bien connue pour les insuffisances hépatiques, Docus carota, la menthe poivrée, la ravensara et le romarin acinéole. J'en étais là en 83, mais j'ai voulu écrire un livre plus condensé, plus pratique pour les thérapeutes, pour les gens qui font shiatsu, qui font massage chinois, qui s'intéressent à la médecine chinoise, qui sont acupuncteurs. Alors, j'ai fait un condensé qui s'appelle « Le guide du bien-être selon la médecine chinoise ». Et dans ce livre, il y a toutes les plantes, toutes les huiles essentielles, plus, pour ce livre, j'ai fait une classification des élixirs floraux qui peuvent avoir un tropisme pour tel ou tel organe. Par exemple, les élixirs floraux, lorsque le qi du foie est en excès, on va pouvoir citer tout ça. La bruyère, le calendula, le cosmos, le figuier, l'impatience. Ça ne veut pas dire que ces élixirs floraux sont exclusifs d'un débordement du qi du foie, mais ils sont bien indiqués pour cela. Alors qu'à l'inverse, lorsque le qi du foie est faible, on a toutes ces plantes, notamment le figuier, le fuchsia, l'hélianthème, l'hypomée, le millepertuis, la muscade, en relation avec le rein aussi,
l'élixir floral de pissenlit, élixir floral de romarin. Ça existe, l'élixir floral de romarin. Non pas de Bach, mais de la Floral Essence Society, l'élixir de Californie. Et mes élixirs énergétiques que j'ai composés, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la multigalénique. J'utilise les plantes, les huiles essentielles, l'eau florale et les élixirs floraux de pratiquement la même plante, plus des plantes satellites. Si bien que ce que j'ai pu constater, mais c'était une constatation fortuite, je ne m'attendais pas à ça, c'est que la multigalénique potentialise l'effet de la plante. Plus que simplement prendre une teinture mère et puis demain, huile essentielle. Alors, je ne vais pas davantage développer, d'ailleurs, ça ne serait pas à propos puisqu'il n'y a plus d'autres diapositives, mais par contre, j'ai apporté sur ce livre, Le Guide du bien-être sur la médecine chinoise, les preuves de mon grand plaisir intellectuel quand j'ai fait ce travail. Parce que, en fait, quand j'ai fait ce travail, j'avais le logiciel médecine chinoise, puisque j'étais déjà acupuncteur, et depuis 10 ans, plus 3 ans d'études, oui, 13 ans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde une plante occidentale, avec des chercheurs, des phytothérapeutes, qui ont colligé la tradition occidentale depuis des siècles et des siècles, depuis Galien, depuis Avicenne, qui est une tradition arabe, et puis Hippocrate, et qu'on collige l'ensemble des effets qu'une plante peut donner, je vais vous le dire, et vous allez sentir, voir la signature vide de chi de rate ou vide de sang de rate, rien qu'en entendant l'énumération des symptômes. Voilà. Par exemple, anorexie, asthénie, fatigue consécutive à une infection, paludisme, grosse rate, ça c'est écrit dans le texte directement, diarrhée chronique, anémie, absence de règles, stérilité par insuffisance du corps jaune et troubles psychiques de type mélancolique. Alors ça, je suis désolé, mais c'est un plaisir énorme de dire une chose pareille. Parce que vous vous rendez compte que les traditions se valident l'une l'autre d'un continent à l'autre. Oui, mais ce n'est pas possible. Comment nous avons pu savoir et décrire le vide de rate sans connaître la médecine chinoise, l'acupuncture. Voilà, simplement par l'observation, par l'empirisme. Parce que le point commun de ces deux médecines occidentales et chinoises, orientales, c'est l'empirisme, c'est l'observation, ce qu'a dit le docteur Liu Pingkai, c'est-à-dire l'observation et l'empirisme et colliger pour chaque plante. Et de quelle plante j'ai parlé là? C'était en fait la gentiane. Il fallait que je vous le dise, d'autant plus que j'ai fait des enfants avec la gentiane. Voilà. Par insémination naturelle de gentiane dans la gorge de la patiente, j'ai pu obtenir des grossesses avec la gentiane. Donc, ça veut dire que la plante est efficace. La plante, elle est efficace. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions sur les plantes et la médecine chinoise, n'hésitez pas sur les actifs. Huile essentielle énergétique? Non, je dis élixir énergétique. Alors, c'est un mot que j'ai créé, élixir énergétique, pour parler d'une préparation que j'ai composée qui comporte en présentiel des teintures, des extraits hydroalcoologlycérinés. En général, ils sont entre 5 et 6 par flacon. Par exemple, le flacon numéro 2 pour disperser le feu du foie, le qi du foie, que j'ai un petit peu cité au niveau des plantes. Il y en a 4, 5
d'extrait hydroalcoologlycériné différents pour recouvrir à peu près l'ensemble des indications que chaque plante a, mais que l'autre n'a pas, du foie, pour recouvrir les indications du foie lorsqu'il est en excès. En plus, la présence d'huile essentielle à dose très infinitésimale pour ne pas perturber le fonctionnement et l'efficacité des élixirs floraux qui sont présents aussi, et des hydrolats, c'est-à-dire, donc ça va, ce n'est pas perturbable, ce n'est pas perturbant, c'est ce qui ressort de l'extraction d'une huile essentielle, l'hydrolat, l'eau florale si vous préférez. Ben, c'est ça un élixir énergétique. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais on ne peut pas s'intéresser à la phytothérapie sans s'intéresser à la théorie des signatures, ni à l'alchimie, ni à la spagyrie. C'est un monde, c'est un tout. Hein. La théorie des signatures, j'en ai une simple, c'est la cléidoine, dont on dit que le suc, quand on ouvre la tige de cléidoine, le suc est jaunâtre, verdâtre, et que ça traite la vésicule biliaire, et c'est vrai. Ça, c'est un exemple. Après, il y a le cœur de Marie, après, il y a le millepertuis, Hypericum perforatum, et la théorie du soleil, la fleur solaire que représente le millepertuis, et qui est un antidépresseur grâce à l'hypericine du millepertuis, qui a des effets antidépresseurs à tel point que les laboratoires comme Mark Sharp Pendom ont commercialisé des extraits secs de millepertuis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. J'adorais cette question. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il y aura des effets d'autant plus indésirables qu'on s'approche d'une substance, d'une plante qui a des effets possiblement toxiques quand on dépasse la dose. Je pense qu'on n'aurait pas d'effet indésirable avec du tilleul, sauf de roupiller. Et donc, il ne faut pas le prendre avant de prendre le volant pour faire centaines de kilomètres. Mais sinon, vous pouvez boire des litres de tilleul, il ne vous arrivera à rien, parce qu'il n'y a pas de toxicité dans le tilleul. Hein. Mais par contre, la valériane, déjà, c'est toxique. Il y a des doses à ne pas dépasser. Mais en général, il n'y a pas d'effets toxiques, d'effets graves et d'effets secondaires avec les plantes. Ah oui, j'ai une anecdote. Sauf que on peut, par le cumul, on peut obtenir des choses pas favorables. J'ai eu un éclair, un exemple. J'ai traité pendant un certain nombre de temps une patiente qui avait de l'hypertension artérielle. Et je m'estimais être un bon acupuncteur et je lui mettais les aiguilles que je pensais où il fallait, le temps qu'il fallait. Et je voyais que rien ne se passait. Alors, j'ai repris l'interrogatoire, comme dirait Liu Pikai, l'anamnèse avec les 4 règles de diagnostic et notamment les questions, l'interrogatoire. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous prenez des médicaments? Non, 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 non. Est-ce que vous prenez un? Et en fait, oui, cette personne prenait une infusion de romarin tous les soirs. Alors, l'expérience, c'est que quand elle a arrêté, à ma demande, de boire ces infusions de romarin, la tension artérielle a commencé à descendre. Et même, je ne savais même pas s'il avait besoin de moi ou de mes effets à moi pour descendre la tension artérielle. Parce que c'était peut-être une personne, et ça existe aussi, plus susceptible à telle plante qu'à une autre. Et si vous tombez en amour par rapport à une plante qui ne vous veut pas du bien, ben voilà, ce qui arrive, peut arriver. Mais c'est tellement rare. C'est tellement rare. Il y a tellement d'autres belles choses avec les plantes.
comme par exemple, on dit dans le laboratoire qui fabrique les élixirs floraux, et je l'ai constaté dans mon jardin, avec beaucoup d'émotion, même aux larmes, que les orchidées sauvages ou d'autres plantes poussent dans votre jardin au moment où vous en avez besoin. On dirait que les plantes vont dire « Ah, là, pareil, il faut y aller là-bas parce que ce monsieur qui habite là et qui est propriétaire de cette plante, il n'est pas bien comme ci, comme ça. Allez, on y va toutes et puis on pousse. » C'est extraordinaire. Hein. Donc, c'est pour ça que je parlais avec qui? Avec toi? Non, avec vous? Des devas, la présence des esprits des plantes. Et je pense qu'on a un gros travail à faire d'humilité, et notamment nous les médecins, d'aller voir les druides et d'aller parler avec eux. Hein. Voilà. Merci. D'aller continuer cette soirée par un buffet dictatoire à la brasserie. On avait ça pour une quarantaine. On pourra inviter tout le monde. Et en tout cas, voilà, pour 13 € ceux qui sont inscrits, y aller permettra de poursuivre des conversations et de pouvoir avoir sinon, on se dit à demain, vous savez, sur le parvis du pasteur, partager sans vous être inscrit, et naturellement. Voilà, merci. Pasteur, c'est juste là où sont la nouvelle Ambrose, c'est l'hôpital qui est là. Au parvis, c'est devant l'hôpital. Ils sont nombreux se disperser entre deux niveaux, parce qu'il y a des escaliers qui permettront de s'établir. Bon, ça, en fait, il y avait une question que je n'ai pas osé poser. Est-ce qu'il existe une bibliographie telle le pédale, mais pour les plantes? On va tourner autour justement. En tout cas, si c'est empirique, c'est sérieux, quoi. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est. J'aimerais bien m'inscrire au début, mais ça ne suffira pas pour apprendre. C'est les plantes. Et du coup, comment on fait pour connaître les limites de l'utilisation dans les dosages? D'accord. Mais on va voir la liste exhaustive de tous les. Il y a des plantes qui sont davantage.